de commencer, puis en espérant que Maître Dussolier pourra nous rejoindre ultérieurement s'il rencontrait des problèmes de connexion, ce qui est possible. Dans le cadre de son étude sur le foncier agricole dans les Outre-mer, dont les deux rapporteurs sont Vivette Lopez et Thani Mohamed Solili, la délégation sénatoriale aux Outre-mer organise cet après-midi un focus sur les aspects notariaux et juridiques de cette question. Ce focus va se dérouler en 2 temps. Nous allons tout d'abord entendre des représentants des chambres des notaires qui pourront nous apporter évidemment leur expertise et leurs témoignages de praticiens. Dans un second temps, vers 17 h, nous accueillerons des avocats du CNB qui ont bien également voulu répondre à notre invitation afin de partager leur expérience de terrain. Pour la première séquence, je vous remercie de leur participation en visioconférence. Maître Sylvie Poncervel, notaire à Saint-Denis de la Réunion. Bonjour madame. Présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Réunion et Mayotte. Maître Éric Waro, notaire à Saint-Louis de la Réunion. Et puis devrait, je l'espère, nous rejoindre Maître Emmanuel Dusurveiller, notaire au Lamentin en Martinique. Mesdames, Messieurs... Ah, écoutez, c'est très contemporain. C'est très récent, mais voilà, peu importe, je suis quand même présente pour assister à la réunion avec grand plaisir. Merci pour la précision. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir la parole pour votre propos liminaire afin de vous permettre de présenter vos observations avant les échanges avec nos collègues. Avant cela, je vais donner la parole à nos rapporteurs, donc Thani Mohamed Solili, qui a une contrainte de timing, et Vivette Lopez également, si elle le souhaite, dans la foulée de Thani. Donc on inverse un petit peu l'ordre d'intervention, puis après je vous donnerai la parole dans l'ordre que j'ai évoqué pour que vous puissiez traverser un peu de manière transversale les questions qui vous ont été adressées comme une trame à cette audition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour, cher maître. Merci d'avoir répondu, comme d'habitude, à cette sollicitation qui est très importante dans le cadre de cette étude sur le foncier agricole dans nos Outre-mer, au moment où l'autonomie alimentaire, ou en tout cas la nécessité de produire plus localement, se fait sentir au lendemain de la crise de Covid et durant la crise de l'Ukraine, qui démontre à quel point importer de loin dans nos Outre-mer est pénalisant. Notre étude va porter sur la raréfaction des terres agricoles au moment où cette nécessité de produire davantage dans nos Outre-mer se fait jour. Et il est très important de vous entendre, Madame, Messieurs les notaires, parce que nous avons commencé nos auditions et des aspects juridiques se font jour. Nous nous sommes déplacés récemment en Martinique et nous entendons des préconisations, nous entendons des demandes, des doléances, mais est-ce que juridiquement ces propositions sont tenables? Et notamment, il y a une problématique d'installation des jeunes et en même temps, excusez-moi de parler comme ça, des jeunes agriculteurs, et en même temps, les plus âgés rechignent, même en étant à la retraite, à laisser la place, tout simplement parce que leur retraite n'est pas suffisante et le fonds qu'ils ont, je parle de fonds en faisant référence au fonds de commerce, eh bien, n'est pas suffisamment valorisé, et ce qui fait que il y a une réelle difficulté de transmission et avant la transmission de valorisation de ce fonds. Et à votre connaissance, cher maître, est-ce que il existe un équivalent du fonds de commerce en matière agricole et comment pourrait-il être, le cas échéant, valorisé et transmis notamment aux jeunes générations d'agriculteurs? Vous le savez, je sais que Sylvie Pons a énormément suivi les précédents travaux sur le foncier tout court et notamment la mise en place d'outils tels que la commission de l'urgence foncière à Mayotte, mais aussi la mise en pratique
de la loi Letchimy sur les sorties d'indivision. Qu'est-ce que l'on pourrait dire à quelques années du début de ces institutions et de ces lois? On le sait, l'ACUF doit laisser la place à Mayotte à un GIP. Et est-ce que, d'ores et déjà, Maître Ponce, vous qui suivez considérablement ces sujets à Mayotte, aujourd'hui, on peut faire un point et aussi par rapport à la loi Letchimy. J'ai vu que le compte-rendu des travaux que nous avions menés avec le Conseil supérieur du notariat le 10 janvier dernier sont produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler, si tant est que ces travaux pourraient concerner l'aspect foncier, l'aspect agricole du foncier? Voilà les quelques observations que je voulais vous formuler, les quelques questions sur lesquelles je voulais insister, en plus de celles qui ont été transmises. Et je regrette beaucoup de ne pas être avec vous jusqu'au bout de cet entretien, mais je suivrai avec intérêt le replay, comme on dit en bon français. Encore merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Oui, alors le problème est différent si on pose la problématique sur l'île de la Réunion ou sur l'île de Mayotte, puisqu'effectivement à Mayotte, nous avons une cuve qui va effectivement se transformer en GIP. Et quel était le but de cette cuve ou de ce GIP? C'est le problème de l'occupant qui est sur des terres, qui peut éventuellement cultiver des terres et qui n'a pas de reconnaissance en termes de titre. Il ne peut pas transmettre, il ne peut pas avoir d'héritier puisqu'il n'est pas titré. Donc on est sur une problématique en fait tout simplement humaine où vous avez des terrains qui sont aujourd'hui considérés comme étant agricoles et qui, du fait d'installation de personnes occupant depuis des années, exploitant souvent d'ailleurs les terrains, comme à La Réunion, hein, il y a beaucoup d'exploitants qui n'ont pas été titrés ou qui souhaitent être titrés par les propriétaires dits colons et ils ont toute cette reconnaissance-là pour être titrés, mais c'est extrêmement compliqué pour eux, effectivement, de pouvoir avoir une division du terrain et de pouvoir au moins avoir la reconnaissance de la construction qu'ils ont bâtie depuis des années. Voilà un petit peu les remontées que l'on a, nous, sur les problématiques agricoles. Je pense que Maître Éric Poirot va compléter ce que je vais dire, mais le souci est un souci humain. C'est un problème de reconnaissance et effectivement, d'un côté, nous avons on doit donner priorité aux terres agricoles et au fait que ces terres agricoles doivent continuer à exister. Elles ne doivent pas être morcelées. Elles doivent appartenir à des personnes qui exploitent. Sinon, bien évidemment, elles perdent le caractère agricole et ce sont des terrains qui deviennent en friche. Et de l'autre côté, nous avons cette particularité d'avoir des personnes qui sont là depuis des décennies et donc pour elles, ce sont leurs terres et elles ne peuvent pas devenir à la fin, elles ne peuvent pas être propriétaires. Donc là, on a une vraie problématique. Est-ce que, Eric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je peux le rajouter au niveau de notre île, notamment au niveau de Mafat et des terres des Hauts, où on a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de personnes qui occupent des terrains depuis plusieurs années et qui ne sont pas titrés. Aujourd'hui, ces terrains sont protégés par l'espace naturel sensible, par le règlement d'urbanisme je crois que c'est le SCOT de l'île qui empêche de toucher à ces terrains par le biais de la protection de l'ONF. On a donc impossibilité de faire reconnaître un droit quelconque à une des personnes, si ce n'est que par des conventions d'occupation précaires dans ce territoire des Hauts de l'île. Donc problématique qui empêche la transmission de terrain, qui empêche la transmission de l'exploitation et qui empêche tout simplement de pouvoir
augmenter ces exploitations et préserver ces exploitations, tout simplement. Oui, bonjour maître. Donc j'ai une petite question justement sur ça. Donc si je comprends bien, la protection des espaces naturels prévaut sur celle des terres agricoles. Et le retour à l'agriculture de terres en friche est rare et difficile. C'est ce que d'ailleurs nous avions cru comprendre en Martinique, puisqu'ils envisageaient plutôt de demander à des grosses exploitations de céder une partie de leurs terres pour installer de jeunes agriculteurs, plutôt que de remettre à l'agriculture des terres en friche. Comment c'est possible ça? Il y a des terres en friche, mais on préfère les laisser en friche plutôt que de les mettre en agriculture et prendre des terres qui sont déjà cultivées de grosses exploitations. Ça augmente pas les terres agricoles, parce qu'elles sont déjà cultivées, ces terres, en fait. Si vous avez une grosse exploitation qui est toute entretenue, bon, ben, c'est de la terre agricole, alors que les terres en friche devraient pouvoir augmenter, puisqu'on a cru comprendre qu'il y avait 12 000 hectares de terres en friche, et que pour pouvoir avoir l'autonomie alimentaire, 2000 hectares de ces friches seraient largement suffisantes. Donc, est-ce que les friches prévalent sur les terres agricoles? Merci. Alors, est-ce que je... oui, c'est maître de Survilliers, je pense qu'il veut prendre la parole. Oui, je suis désolé, je vous ai rejoint en retard et je n'avais pas été agréé. Donc, ça s'est bien passé, j'ai pu vous rejoindre et je suis désolé pour ce retard. Je vais, puisque vous avez parlé de la Martinique, après mes confrères de la Guadeloupe, de la Réunion, pardon, et de Mayotte, je peux juste témoigner effectivement que nous avons souvent des exploitations agricoles, des grandes exploitations agricoles ou des moyennes exploitations qui fonctionnent bien. Et nous avons beaucoup de friches ou de terrains qui ont été non seulement placés en naturel et plus en agricole. Donc, je pense que par rapport à une situation, je ne suis pas très fort en histoire, mais je pense qu'il y a par rapport à il y a 100 ans, les zones agricoles ont diminué, profit de zones dites naturelles qui n'étaient plus exploitées. Et au-delà de ça, dans les zones agricoles, il y a beaucoup de friches, la SAFER, tous ces organismes-là ont des états des lieux. Et aller, comme disait Madame la sénatrice, je crois, qui venait d'intervenir, au lieu d'aller prendre des terres sur des exploitations qui fonctionnent bien, effectivement, il y a la question de simplement l'utilisation des friches. Et aussi, je signale à tous les gens qui nous écoutent dans cette discussion, c'est que pour avoir siégé à la CTAF, à la Commission territoriale d'aménagement foncier, etc., on s'apercevait qu'il y avait beaucoup d'états de boisement qui empêchaient à des agriculteurs de pouvoir déboiser et de réinvestir des morceaux de terre qu'ils avaient occupés il y a 30, 40 ou 50 ans, qu'ils avaient vu eux-mêmes exploiter. Et ils ne pouvaient plus parce qu'il y a un état de boisement qui est constaté de manière très dans le code rural pour la partie de nos départements et territoires. Et c'était un frein à la remise en exploitation, ce qui me paraissait assez surprenant. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Mais comme l'occasion de parler m'a été donnée, je voulais intervenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ok. Alors, ce que je vous propose pour le dérouler, pour reprendre le fil normal de notre audition habituelle, je vous propose de donner la parole successivement à Maître Sylvie Ponce-Cervelle, Maître Waro et Maître du Survilliers, au regard du questionnaire qu'on vous a envoyé et qui sert de trame. Donc, on ne va pas le faire de manière entre guillemets scolaire. Je vous invite simplement à aller au travers du questionnaire sur les points qui vous paraissent être saillants. Et bien évidemment, comme à son habitude, la délégation est preneuse de supports écrits ou de notes sur le sujet du foncier agricole que vous souhaiteriez nous faire part, et évidemment, notamment les réponses écrites, si jamais vous n'évoquez pas tous les éléments au travers de cette audition. Est-ce que ce déroulé vous convient? Oui, ça va. Eh bien, je vous laisse la parole, et puis à la suite de vos interventions,
Je donnerai la parole à la rapporteure, puisque l'autre rapporteur a dû nous s'absenter. Puis enfin, les questions pour les parlementaires qui sont présents à cette audition. Je vous remercie beaucoup. Merci. Qui veut commencer? Je crois que c'est vous, madame, dans l'ordre que j'ai donné. Donc, madame, oui, voilà, ce sera beaucoup plus simple de suivre. Très bien. Lorsque l'on... alors, je vais moi particulièrement parler de Mayotte, je vais laisser Maître Éric Poirot parler plus particulièrement de la Réunion. Tout à l'heure, effectivement, on a évoqué la commission d'urgence foncière. La commission d'urgence foncière, donc le GIP, a pour mission de pouvoir justement titrer toutes les personnes qui sont occupantes, quel que soit le terrain qui est concerné, que ce soit du terrain agricole ou pas, de pouvoir titrer des personnes qui reconnaissent leur occupation au terme de documents qui font qu'à un moment donné, elles vont pouvoir bénéficier de la prescription trentenaire. On est aujourd'hui sur Mayotte dans des problématiques donc c'est les femmes que je crois que vous allez également entendre, vous avez déjà entendu, qui est l'équivalent de la SAFER à l'île de la Réunion, qui est là pour effectivement s'occuper de valoriser les terres agricoles et de les redistribuer. Le souci, c'est que ces terres agricoles donc appartiennent à des personnes privées qui souvent ne sont pas exploitantes, mais qui sont la propriété de ces exploitants et qui souhaiteraient diviser pour retransmettre entre eux les terrains et qui malheureusement se voient empêchés de faire ces divisions ou ces partages par une impossibilité donnée par les femmes qui, si elles décident de préempter à un prix extrêmement faible qui ne représente pas aujourd'hui la valeur, en tout cas, des transactions qui se font entre Maoris. Donc, on est sur un véritable problème de transmission du patrimoine qui s'oppose en fait avec la valorisation des terres agricoles. C'est assez compliqué parce que d'un côté, effectivement, il faut défendre et développer la terre agricole au niveau de Mayotte ou au niveau de la Réunion. Et de l'autre côté, cela vient toucher profondément les personnes qui sont propriétaires parce qu'elles ne peuvent plus derrière transmettre librement ou diviser ou partager au niveau des enfants. Donc, c'est un vrai problème de transmission, en tout cas au niveau de Mayotte et de la Réunion. Éric, je te laisse la parole. Oui, très bien. Alors, au niveau de la problématique du foncier agricole, je voulais vous dire qu'il y avait plusieurs échelles au niveau de cette problématique. Plusieurs intérêts s'opposaient, bien évidemment. Donc, on a la problématique d'une politique publique, finalement, puisque au niveau de Mafat, comme je vous l'indiquais, Madame la sénatrice nous demandait est-ce que les espaces naturels prévalaient ou pas. Oui, c'est dans l'ordre des règles juridiques. C'est d'abord désigner le caractère de protection à ces terres agricoles, et cela va nous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre des habitants sur Mafat, on n'a pas d'outils juridiques en qualité de notaire, au niveau de notre aspect notarial, pour pouvoir transmettre les terres entre agriculteurs même, ou entre privés à ce niveau-là. Donc les terres sont totalement protégées par le biais des règles d'urbanisme. Tout ça dépend de la politique publique à adapter dans ces terres. Mais ça date de 2020, si je ne me trompe pas, décembre 2020, plus aucune utilisation de ces terres n'est possible dans les hauts de l'île de la Réunion. Intérêt public qu'il faut faire mettre face à l'intérêt privé de transmission, comme le disait Maître Ponce. Encore une fois, je me focalise sur notre aspect notarial au sein de nos études.
aujourd'hui, les agriculteurs ont enregistré, les agriculteurs et les personnes, les clients en général ont enregistré qu'ils ne pouvaient plus partager les terres agricoles à tort, puisque la règle aujourd'hui, au niveau de la protection de ces terres, on est sur un contrôle de morcellement des terres. Donc, si des personnes viennent vous voir pour partager un terrain, il y a le contrôle de morcellement qui entre en jeu avec la CDPENAF et la CDF. Et cette procédure peut, elle sert certes à protéger les terres agricoles, mais elle peut, dans certains cas, dans certaines situations, freiner leur développement. Il y a aussi le droit de préemption de la SAFER qui sert à cette protection des terres agricoles. Et on peut observer au sein de nos études certaines pratiques qui peuvent être amenées à, on peut le ressentir, à ce que les gens vont essayer de contourner ces droits de préemption. Et donc, on est là pour veiller à faire en sorte que, par le biais de stratagèmes juridiques, qui n'essaient pas de contourner ce droit de préemption que la SAFER ait pu mettre en place. Ces intérêts privés et publics font face à nos problématiques de terrain, niveau notamment alors les propos préliminaires du sénateur qui avait indiqué sur la loi Letchimy ou sur les titres de propriété, on a un problème récurrent d'absence de titres de propriété et de gens qui essayent de faire des prescriptions 30 terres, avec une multiplication des indivisions qui passent avec le temps, et un cadastre parfois qui n'est pas à jour. Donc cette problématique-là, sur l'absence de titre de propriété, il y avait une loi en 2018 qui nous permettait de valider des prescriptions trentenaires au bout de 5 ans, qui ne seraient plus contestables au bout de 5 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas soutenu la protection de ces actes-là, puisque beaucoup de notaires refusent encore de le faire, et ça, c'est une vraie problématique à mettre en place. Que fait-on quand une personne n'a pas de titre de propriété, quand le terrain n'est pas titré, quand on ne retrouve aucun élément au niveau foncier? Il faut bien trouver une solution à ces personnes-là qui exploitent les terrains, qui les habitent, et qui n'ont pas de site de propriété. Donc, et bien évidemment, je parle de prescription acquisitive là, mais on va bien mettre les éléments en exergue. On n'a pas le droit aujourd'hui de prescrire un terrain agricole, puisque pour que la prescription acquisitive puisse entrer en jeu, il faut l'avoir habité de manière non équivoque sur 30 ans. Et ce n'est pas le cas pour une terre agricole qui n'est pas bâtie. Donc, mais c'est une piste de réflexion que je pose là pour savoir s'il n'y a pas une possibilité de valider certaines propriétés par cet outil. Élément de réflexion à voir éventuellement. Il y avait une question qui indiquait comment résorber le désordre foncier. C'est ce que je répondais dans le formulaire. Certains agriculteurs exploitent depuis parfois plus de 30 ans sans aucun bail ni titre, et les recherches foncières ne permettent pas de déterminer un propriétaire. Et une politique de titrement serait donc souhaitée pour établir un ordre foncier de ce cadre-là. Puisque aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si Maître Sylvie Pons peut confirmer ses propos, mais la loi Letchimy n'a pas beaucoup abouti, et il y a encore beaucoup de freins à son utilisation. Mais je crois que des travaux sont menés là-dessus pour y aboutir. Oui, tout à fait. Des travaux sont menés là-dessus avec des propositions de loi qui ont été proposées. Donc, pour permettre justement une utilisation plus simple en termes de procédure au niveau de cette loi Letchimy. Ok, voilà pour les... Non, tu veux pas que je les interrompe? Comme tu veux. Ouais, ce serait pas mal, non? Puisque vous parlez de la loi Letchimy, est-ce que selon vous, il faudrait la modifier pour renforcer son application et son efficacité? Et quelle amélioration suggérez-vous?
Les améliorations ont été proposées puisqu'il s'agit de plusieurs points qui ont été proposés, qui sont souvent des blocages au niveau de la loi Letchimy. Et on a proposé par le biais du CSN des modifications avec une table de travail avec donc les notaires de l'outre-mer ainsi que des universitaires et représentants du Cridon qui ont proposé des modifications de la loi. Juste une question. Sur la loi Letchimy, est-ce que vous pourriez me confirmer que le mécanisme de cantonnement, c'est un terme que vous utilisez, est bien compris dans la loi? Est-ce que l'article 788, 750 du CGI est bien pris en compte? Est-ce que le droit de 2.5 est pratiqué ou exonéré? Est-ce que vous pourriez me confirmer? Parce que certains notaires me donnent des informations un peu contradictoires. Qu'est-ce qui bloque vraiment dans l'application de cette loi? Ce n'est pas, si vous voulez, le problème de l'application d'une loi. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un point qui peut bloquer, mais plusieurs points. Ce n'est pas au niveau fiscal que ça bloque. C'est au niveau, ne serait-ce que de la procédure. Déjà, il faut attendre que le défunt soit décédé depuis plus de 10 ans. Donc, 10 ans, c'est long. 10 ans, il y a déjà pas mal de soucis au niveau des sorties d'indivision. Ensuite, vous avez la problématique de la procédure en elle-même. Au niveau des notifications, c'est extrêmement lourd, puisqu'on devait notifier non seulement aux personnes qui étaient supposées opposantes, mais également à tous les autres héritiers ou indivisaires. Et donc, on a proposé effectivement des modifications pour alléger ces procédures. Donc, on est sur différents points d'allègement de la procédure. Oui, si vous permettez mon intervention, mesdames, messieurs, effectivement, l'aspect fiscal, comme le dit mon confrère, a été nos bénéficiaires, puisque vraiment la loi Letchimy, dans la proposition de loi, il était demandé l'exonération des 2,5 de partage. Donc effectivement, nous avons une fiscalité qui est allégée, qui est pour 10 ans. Et comme le rappelait Maître Sylvie Ponce, il y a une série de préconisations qui ont été faites suite au colloque du 10 janvier 2023 sous l'égide du CSN avec monsieur le sénateur Eda et le ministre Karenko, etc. Et avec un suivi de ce colloque qui a été établi toujours sous l'égide du CSN avec les différents intervenants, avec une tentative d'amélioration de tous les points de blocage que listait Maître Poncervel, à savoir la procédure elle-même, etc. Et pour répondre à la question qui a été posée, précisément, nous avons demandé un cantonnement. Je ne sais pas s'il a été retenu et présenté au ministre. Il me semble que non, et ça serait fort dommage, parce que ce cantonnement nous permettrait de réaliser des partages. Mais pour continuer dans la discussion plus facilement, je veux dire, parce qu'on a un vrai problème d'impécuniosité et d'équilibre dans les partages, avec une volonté de certains membres de la famille d'abandonner, si vous voulez, leur part. Et vous savez bien que sur le plan fiscal, un abandon de droit, c'est une donation. Pour continuer sur ce qui nous intéresse, concernant la Martinique, j'ai l'impression qu'il y a aussi un système de mise à bail automatique forcé à un propriétaire qui ne libérerait pas son terrain de manière spontanée et conventionnelle. Donc tous ces terrains en friche, il y a eu tout un travail d'identification des terrains en friche. Et donc, je pense que il y a peut-être une volonté politique qui a été mise en œuvre, mais qui n'a pas encore abouti, pour obliger les propriétaires de terrains libres et non occupés, vacants, hein, comme on les appelle, pour une mise à bail forcée. À ma connaissance, je n'ai pas entendu dire que des terrains aient été mis en location à bail agricole de manière forcée, puisque souvent, quand ils étaient sollicités, les propriétaires préféraient signer une convention. Mais là,
je sais que la SAFER de la Martinique pourrait être interrogée parce qu'ils sont assez avancés sur le sujet. Et dans le cadre de notre général, de nos difficultés pour la résolution des successions et le titrement, donc ça englobe résolution de succession ancienne, titrement de gens qui sont sans titre, ou alors avec des titres tellement oubliés et anciens parce que le rythme des successions n'a pas été réglé. Tous ces travaux qui devraient être réalisés pour avoir une situation plus assainie, c'est situation que peut en partie résoudre la loi dite Letchimy, mais pourra être aussi, y compris pour l'application de la loi Letchimy, être mise en œuvre grâce au GIP qui est en cours d'établissement à la Martinique, ce GIP qui pourra aider les notaires et les professionnels dans des travaux qui sont insurmontables pour eux, mais plus encore pour nos concitoyens qui n'arrivent pas, pour des raisons d'impécuniosité, d'accès au droit, ou à régler et à réunir les pièces qui sont nécessaires pour faire une succession. Voilà, nous avons beaucoup d'espoir dans ce GIP, titrement Martinique. Je crois que le GIP fonctionne à Mayotte sous d'autres appellations, hein. Donc, nous avons beaucoup d'espoir dans la résolution sur les 10 ans ou 15 ans qui viennent de ces anciennes successions. Mais ce n'est qu'un aspect du problème, puisque vous l'avez dit, il y a beaucoup de terres en friche qui ont peut-être un titre de propriété, dont les propriétaires ont un titre actif et récent, ou encore il y a des terres en friche qui pourraient être mises en bail forcé en dehors de tout rétablissement du droit de propriété par ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez repréciser les types de contournement du droit à la préemption de la SAFER? Quels sont les types de contournements, puisque vous avez... Alors, le droit de préemption de la SAFER, c'est en cas de vente, hein. Donc, effectivement, nous avons deux gros contrôles, on peut dire. Enfin, si je peux me permettre, on a deux gros contrôles. On a un contrôle sur les terres qui sont agricoles. On a un contrôle qui se fait lors des ventes, et là, la SAFER intervient, effectivement. Et nous avons un contrôle lors des divisions. Et là, c'est la commission départementale ou territoriale d'aménagement foncier. Elle a peut-être d'autres noms, j'ai entendu les noms qui étaient évoqués, et qui contrôle, elle, le morcellement agricole. Mais la SAFER, les contournements de la SAFER, ça n'est pas l'usage, en fait, en réalité. Les contournements, il n'y a pas de contournement quand on utilise les droits légaux, c'est-à-dire que les ventes entre parents, etc., le droit de préemption de la SAFER peut être primé par des droits qui lui sont supérieurs. La SAFER joue son rôle, mais parfois, elle joue un rôle aussi, alors c'est le professionnel qui parle, sans vouloir, c'est un constat, elle intervient lors de ventes de terrains qui sont à l'origine agricole, mais qui ne sont plus du tout utilisés de manière agricole, parce qu'ils ont été bâtis, etc. Et parfois, on la met un peu en avant, j'allais dire la pauvre, alors que ce n'est pas son rôle pour bloquer une transaction sur un tout petit terrain qui est déjà bâti depuis des dizaines d'années. Donc, si vous voulez, après le contournement, moi, personnellement, je ne le connais pas, puisque toute vente doit être présentée, toute vente qui est éligible au droit de préemption doit être présentée à la SAFER. Donc, peut-être que je laisse mes confrères en parler. Sur le niveau du contournement que j'évoquais, vous avez certaines personnes qui vont mettre à bail le terrain pendant 3 ans, bail enregistré auprès de la Chambre d'agriculture, et ce bail avec l'autorisation d'exploiter allouée au profit du preneur en place va exonérer de droit de préemption de la SAFER. C'est un des contournements les gens vont chercher à être exonérés de ce droit de préemption. Je me permets de rajouter, effectivement,
effectivement, c'est encore un droit légal d'exemption du droit de préemption. Et la SAFER contrôle, chez nous en tout cas, la réalité de l'exploitation. Mais s'il n'y a pas de contrôle de cette réalité d'exploitation pendant 3 ans ou qu'il n'y a pas d'exploitation réellement, effectivement, là, on en revient à un contournement de la loi. Mais il reste quand même assez cantonné. Et pour nous, s'il n'y a pas de réalité de l'exploitation, ça ne passe pas. Hein. Oui, on va revenir. Il y a des collègues sénateurs qui veulent revenir sur la division. Donc, Victorin Lurel et puis Victoire Jasmin dans la foulée. Victoire peut-être avant, parce que Victoire avait levé la main, et puis ensuite Victorin. Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, concernant les terres incultes. Est-ce que vous avez des cas où, justement, on a fait des récupérations pour permettre à des jeunes agriculteurs de pouvoir travailler? Et quels sont les éventuels freins qu'il y aurait? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aussi par rapport aux plans locaux d'urbanisme. Donc, très souvent, il y a des réserves foncières qui sont mis en évidence dans les écrits, mais qui ne sont pas réels, je dirais, dans la mesure où, quelquefois, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui font des recours parce que certaines terres qui sont dites agricoles ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a un équilibre à faire au niveau foncier et on ne tient pas vraiment compte de la réalité. Et il y a beaucoup de procès et de personnes qui ne sont pas satisfaites. Alors, est-ce que vous avez des cas de ce type et quels sont les freins et les leviers possibles? Merci. Je peux répondre. Alors, si j'ai bien compris, vous parliez au niveau de... c'est en cas de préemption que vous parliez, c'est ça? Au niveau des réserves foncières? Parce qu'il y a Oui, il y a les deux parce que bon, il y a pour les terres incultes qui ne sont pas utilisées, les terres agricoles qui ne sont pas utilisées et pour lesquelles il faudrait peut-être trouver des solutions compte tenu du fait qu'on parle de foncier agricole. Donc là, il y a cela et il y a effectivement pour la préemption également. D'accord. Donc, alors pour les terres incultes, moi, je n'ai pas de recul là-dessus parce que je n'ai pas ces cas-là. Mais au niveau des préemptions, effectivement, donc il y a des préemptions. Alors, je sais notamment à Mayotte que l'EPFAM fait beaucoup de préemptions pour derrière replacer des agriculteurs au niveau des terrains. Il y a très peu en fait de terrains véritablement exploités à Mayotte, hein, il n'y a pas beaucoup d'hectares qui représentent des exploitations. C'est relativement rare, donc on est quelque part sur un renouvellement de ces terres à exploiter à Mayotte, et donc les femmes qui est relativement récente finalement dans le temps s'emploient aujourd'hui à récupérer ces terres. Maintenant, est-ce que véritablement il y a déjà des exploitations qui sont existantes et qui réussissent à avoir un véritable rendement? Je ne sais pas ça, effectivement. Ce sont des questions qu'il faudra poser directement à l'EPFAM. Victorin Lurel voulait intervenir en appuyant sur le micro si c'est possible. Ah, il fait une recherche en même temps. Président, je reviens sur l'application de la loi Letchimy. J'ai entendu un certain nombre de réponses qui sont claires, notamment sur le droit de partage qui existe et qui figure, sur le 750, sur la demande pour le mécanisme de cantonnement, mais sur la vente elle-même. Sur la vente, la loi Letchimy envisage la vente, ou autorise la vente à raison, à la majorité de 50,1%. 50,1%. Ce seuil sera toujours atteint, il me semble, en présence d'un conjoint successible commun, dès lors qu'il optera pour le quart en pleine propriété, conformément à l'article 767 du Code civil. Ce conjoint pourra donc à lui seul imposer la vente du ou des biens
aux autres héritiers. Les héritiers qui ne sont pas à l'initiative de la vente et qui souhaitent acheter le bien indivis ne bénéficient pas pour autant d'une priorité, faute de droit de préemption, alors même que le mécanisme de droit de préemption est protecteur des droits des indivisaires et permettra ainsi d'atténuer les risques de spéculation. Pour éviter ce risque, je vous pose la question, est-il prévu, peut-on éviter ce risque en prévoyant un droit de préemption et de substitution au profit des co-indivisaires? Je n'ai pas la réponse et je crois que votre expertise pourra m'éclairer. Est-ce qu'un confrère veut répondre? Sinon, je peux dire un mot, monsieur le sénateur Lurel. C'est très intéressant. Effectivement, vous avez raison. Dans le cas de deux époux qui auraient acheté en communauté, donc c'est vraiment un cas, et une succession qui s'ouvre, et ça serait le conjoint survivant qui aurait la moitié déjà du bien, plus son supplément dans la succession qui aurait plus de la majorité. Je pense, de manière tout à fait objective, pour vous répondre, que la loi Letchimy vise plutôt des successions qui sont plus anciennes et pas simplement des successions suite au décès d'un premier époux. Et on est plutôt sur des indivisions entre les héritiers eux-mêmes à la première ou à la deuxième génération plutôt. Enfin, il me semble, d'ailleurs, la loi vise des successions déjà ouvertes depuis plus de 10 ans. On a parlé de la réduire un peu à l'ouverture de la succession après 5 ans, suite au décès, mais on est toujours resté, je crois, sur les 10 ans. Il me semble que si c'est le cas visé par le cas pratique, c'est un peu légitime qu'une personne qui est déjà propriétaire de la moitié puisse un peu décider, et sans avoir un enfant qui veuille, parce qu'il détient une part, se mettre en travers de son chemin et faire échec à une vente. Et donc je pense que le cas pratique évoqué n'est pas la grande majorité des successions à régler et des difficultés pour régler des successions que nous avons. Et encore une fois, sans être je suis plutôt je ne suis pas partisan ou défenseur de la loi Letchimy, mais comme je constate qu'elle est là pour aider la résolution de nos successions anciennes, il faut quand même qu'on la défende. Et malgré toutes ces imperfections, la règle de la majorité est venue infléchir la règle, celle de l'unanimité, qui est impossible à bouger. Et si vous permettez encore, l'indivisaire qui est récalcitrant et qui voudrait pas se voir la loi imposée de celle on va dire du plus grand nombre, n'a qu'à acheter, en fait, si vous voulez, parce qu'il a un droit, son droit d'indivisaire est toujours là. Donc par rapport à un tiers, s'il se fait imposer par une décision de justice, enfin, ou disons l'application de la loi de la majorité, la vente à un tiers, à l'indivision, c'est un petit peu parce qu'il n'a pas acheté, il a toujours un droit de priorité, simplement ne pouvant peut-être pas concourir au paiement parce qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il subit la vente un petit peu forcée, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, cher maître, mais imaginez une personne dans la situation évoquée et qui vend à un étranger à l'indivision, que les co-indivisaires veulent faire jouer leur droit de préemption dans le délai imparti. Je dis bien, moi je ne demande pas un délai supplémentaire. Comment le faire? En plus, vous, notaire instrumentaire, vous n'avez pas la répartition de la vente entre co-indivisaires. Est-ce que oui, je pense qu'on peut améliorer la loi Letchimy en prévoyant tout ça, sans pour autant avoir cet éventail de textes différents, en évoquant, c'est vous, une situation que vous estimez être minoritaire. Mais ça pose quelques problèmes dans certaines familles et ça peut se répéter. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des propositions à faire pour améliorer le dispositif.
Oui, oui, sans doute. Hein, si je ne veux pas parler à la place de mes, je ne veux pas parler à la place de mes confrères. Monsieur le sénateur Lurel, effectivement, a raison. Encore, je comprends et je pense que c'est un cas qui pourrait, mais qui a pu être rencontré puisqu'il l'évoque et qui est peut-être plus rare que l'immense majorité des situations d'indivision qu'a voulu résoudre le président Letchimy, enfin l'actuel président de notre mais je pense encore une fois que c'est sûr que ce sont des contraintes, mais vous savez, avant d'arriver à l'application de la loi Letchimy, on a quand même pas mal discuté entre héritiers. Ce sont des années qui se sont passées, et c'est une situation plutôt de statu quo, parce que personne n'est d'accord, qui fait qu'une majorité décide de la vente. Je sais que ce n'est pas parfait. Je peux pas. Peut-être qu'il y a des améliorations là-dessus à faire. Monsieur le Président, je me permets. Après 10 ans, tu ne payes pas de droits apparemment. Il y a objectivement intérêt pour des co-indivisaires de ne pas liquider la succession. Puisque, je demande, est-ce que c'est vrai? Après 10 ans, 10 ans après le décès, les co-indivisaires ne payent pas de droits. Est-ce vrai? Ce qui fait que vous avez objectivement intérêt à attendre 10 ans et à ne pas liquider l'indivision. Cela étant, j'ajoute un point de vue sociologique. J'ai eu à dire dans une émission sur le foncier agricole en Guadeloupe récemment que c'est l'indivision qui a sauvé un petit peu, si j'ose dire, le foncier guadeloupéen qui est vendu très souvent au meilleur, enfin, je ne dirais pas à l'encan, mais au meilleur prix. Et il y a beaucoup de demandes, notamment de Russes, de Suisses, de mes collègues de la métropole qui viennent acheter en Guadeloupe. Si les terres n'étaient pas en indivision, je peux vous dire, un pan entier du patrimoine foncier du pays serait parti ailleurs. Et les collectivités, les autorités, la Chambre des notaires, ils n'ont pas les moyens pour s'opposer à la liberté des transactions. C'est pourquoi dans les demandes, notamment statutaires ou de différenciation du droit, nous demandons à avoir un droit de regard sur le patrimoine foncier, sur la protection du patrimoine foncier. Comment le faire dans une économie libérale? C'est un vrai sujet. Comment permettre une certaine liberté ou la liberté des transactions du marché foncier, mais en même temps préserver ce qu'il y a à préserver. Alors c'est vrai, ça relève de l'identitaire un peu, l'équilibre un peu compliqué à trouver. Pour autant, moi, je plaide pour l'amélioration de la loi Letchimy. À l'époque, on a tenté de le faire, mais bon, je n'ai pas à dire un certain nombre de choses. On n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, probablement, il faut le faire. Et il y a plusieurs types d'amendements qui sont d'ailleurs prêts pour améliorer le texte et pour qu'il soit exécutable, exécutoire et efficace et efficient. Voilà. Alors, sur l'exonération, si vous me permettez, sur le premier point de M. le sénateur, sur l'exonération, elle est immédiate. Il ne faut pas attendre les 10 ans, si vous voulez. Hein. La loi a prévu l'entrée en vigueur de l'exonération pour 10 ans, mais dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un partage ou une succession qui s'ouvre avec une licitation ou un partage immédiat, les 2,50 du droit de partage sont exonérés immédiatement, et ce jusqu'en 2028. D'accord? Donc, on a demandé la prorogation de cette, à la suite du colloque sur les problèmes d'indivision d'outre-mer, nous avons demandé la prorogation de ce système. Je voulais vous dire simplement qu'il bénéficie exclusivement à nos compatriotes et aux concitoyens, parce que c'est eux qui sont en indivision, c'est quand ils partagent entre eux. La licitation veut dire vente entre les héritiers. Hein. Donc, quand ils partagent entre eux, c'est là qu'ils bénéficient de l'exonération des 2,5, à l'instar de la Corse. Et la Corse avait eu ça, et on a demandé à l'époque, la Chambre des notaires de la Martinique avait demandé l'application aussi. Donc ça, ce droit de partage exonéré ne bénéficie pas aux tiers à l'indivision. C'est pour les étrangers à la famille, ils n'en ont pas. Donc, celui qui va acheter un bien d'une situation d'indivision, Letchimy ou pas, avec la procédure Letchimy ou pas, lui va payer ses taxes au droit normal, dont la taxe la plus importante, comme vous le savez, monsieur le sénateur, revient au département ou à la collectivité. Voilà. Pour le deuxième point, vous avez raison, enfin, je ne peux pas aller contre vous,
l'indivision a permis un statu quo, c'est certain. Le problème, alors je ne peux pas répondre aux problèmes qui sont plus politiques, hein, et puis là, on s'écarte peut-être pour une part du sujet si on parlait des terres agricoles, parce que là, par contre, le prix est réglementé. Mais vous avez raison, l'indivision crée le statu quo. Le problème, c'est que l'indivisaire est piégé, entre guillemets, dans une situation d'indivision et ne peut en sortir avec la remise de son émolument, de son droit dans l'indivision. Et comme vous connaissez l'adage et le droit, nul n'est censé rester dans l'indivision. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce que Maître Ponce et Maître Haro voudraient rajouter quelque chose là-dessus ou ont-ils d'autres informations à nous communiquer? Non, moi, effectivement, je valide complètement ce que vient de dire Maître Survilliers. Je valide également les propos de mon confrère. Je crois que la commission sur l'indivision qui a eu lieu en janvier a beaucoup travaillé sur cela et que les choses sont en cours pour améliorer le système à mettre en place. Je cherchais juste à comprendre ce que monsieur le sénateur cherchait à faire. Est-ce qu'il cherchait à mettre un nouveau droit de préemption en place pour les co-indivisaires ? Ma question était la suivante, est-ce qu'un nouveau droit de préemption devait être mis en... Est-ce qu'il souhaitait mettre un nouveau droit de préemption pour les minoritaires? Oui, exactement, dans le délai effectivement initial. C'est ça, hein, si j'ai bien compris, Victorin. Dans le délai initial, effectivement, permettre aux indivisaires d'avoir un droit de préemption de priorité en cas de licitation entre héritiers. C'est bien ça, semble-t-il. Enfin, à mon sens, juste de notre côté notarial, hein, cela alourdirait la loi Letchimy. Cela alourdirait la procédure de rajouter un droit de préemption lorsqu'une majorité est mise en place pour faire face au cas du conjoint qui serait majoritaire et qui aurait le droit de sa qualité de majoritaire. Je reprends les propos de Maître Survilliers, de mon confrère, qui disait qu'il est tout à fait normal que dans le cas d'une situation où un déjà, conjoint à la moitié... Ils peuvent le faire, monsieur. Ils peuvent le faire déjà aujourd'hui, c'est le texte. Les co-indivisaires, 2, 3 co-indivisaires qui se coalisent pour acheter sont réputés acheter ensemble. Simplement, ils doivent l'exercer. Bon, simplement, là, dans la loi Letchimy, je ne suis pas sûr qu'il soit éligible. Et c'est de l'étendre à toute vente sous régime Letchimy de pouvoir le faire. Il faudra l'étudier, voir. Et même chose d'ailleurs pour la répartition du produit de la vente. C'est pas dans le... C'est des difficultés pratiques qu'il faut, à mon sens, lever. Et puisque vous en êtes là, je me permets, Président, sur le prix des terres agricoles et sur le prix de location. Le prix de location, depuis Balladur, qui a supprimé l'ordonnance de 1945, nous sommes en économie libre. En économie libérale, il n'y a pas de fixation de prix, sauf à l'époque pour le pain. Aujourd'hui, ça a disparu. Chez nous, les énergies, le carburant, le pétrole et autres gaz. C'était les cantines scolaires. Maintenant, c'est les maires qui fixent. Il reste les baux ruraux. Il reste les baux ruraux. Il reste le bail rural ou le bail à long terme. C'est le préfet, sauf si les textes ont changé récemment, c'est le préfet qui, par arrêté, dit qu'un hectare de bananes, c'est tant de bananes, c'est une quantité de bananes multipliée par un index, et qui donne le prix et la valorisation de l'hectare ou du loyer agricole. Personne ne respecte ça. Je ne sais même pas d'ailleurs si les préfets prennent toujours ces arrêtés pour un hectare de canne, un hectare en maraîchage, un hectare en élevage, etc. Il y a des index et des pondérations qui permettent de prendre des arrêtés et qui fixent. Mais je peux vous dire, personne ne respecte cela lorsqu'il y a des transactions sur un hectare de terre agricole. Et peut-être quand la SAFER fait jouer son droit de préemption, là, la SAFER impose un prix. Et d'ailleurs, il faudrait permettre à la SAFER, comme on l'a vu dans une autre audition, de le faire un peu par partie, par démembrement, sans pouvoir acheter le local, parce que même les SAFER n'ont pas les moyens pour acheter ces terres-là. Mais personne ne vend au prix fixé par les arrêtés préfectoraux. C'est en dessous de table. Depuis la loi Sapin, Sapin 2,
qui dit que vous ne pouvez plus payer plus de 1000 euros. C'était 3000 euros en liquide. Maintenant, c'est 1000 euros. Avant, c'était des dessous de table. En vous disant, mon terrain, c'est 10 000, 13 000, 15 000 euros l'hectare. Et 20 000, c'était déjà un prix extraordinaire. Non, c'est 50 000 euros ou c'est 60 000 euros. Tu me donnes le reste en dessous de table. Je parle là, cash avec vous. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas possible. La banque vous dit, mais c'est pour quoi faire là avec vos 20 000 ou 30 000 euros. Là, il y a un vrai sujet sur le blocage. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce sont ceux et celles qui peuvent payer qui achètent les terres. Donc, il y a une concentration qui se fait et des inégalités qui se creusent parce que là, certains peuvent payer, d'autres pas. Donc, je dis cela, je déborde un peu de l'audition, mais il est certain que ce mécanisme-là est à l'œuvre dans les îles. Et pas simplement Guadeloupe et Martinique, dans les îles. C'est un phénomène insulaire qu'on n'a pas véritablement étudié. Alors, j'interviens suite à cette information. Dans les baux, par contre, alors, que ce soit pour juste recentrer effectivement, il y a le prix du bail, c'est la location de la terre, et le prix des terres lors d'une vente. Pour le prix des baux, alors, pour les baux que nous faisons, mais monsieur le sénateur, effectivement, nous n'en faisons pas beaucoup, mais des baux ruraux, nous sommes obligés et nous respectons, et les gens connaissent le tarif. Alors, effectivement, vous avez raison, ce sont des arrêtés préfectoraux qui sont anciens et qui n'ont jamais... Alors, le dernier pour chez nous est de 2011, et il n'a pas été modifié en termes de... Les montants de coût des denrées qui sont pris et les volumes de denrées, puisqu'il y a deux, comme vous le disiez, il y a deux facteurs. Il y a un volume de denrées et le coût de la denrée qui fixe le montant du loyer. Alors, avec des pondérations, comme vous le rappeliez, pour des biens qui sont dans des secteurs qui sont soit alimentés en eau, soit qui sont sur des zones plus sèches ou plus pluvieuses. Et donc, nous devons respecter ces tarifs et les gens les connaissent. Donc, j'ouvre une parenthèse. Peut-être que certains biens ne sont pas mis en location parce que les loyers ne sont pas assez importants. Mais je ne pense pas. On a un système, en tout cas, qui existe. Souvent, on a des systèmes qu'on ne met pas assez en œuvre, mais il y a un système qui existe et qui est dans les mains de la SAFER, qui est la mise en œuvre du bail forcé pour les terres qui sont en friche et non cultivées. Et puis après, il y a le prix des terres agricoles. Et là où vous aviez raison, donc il y a des prix de terre qui sont peut-être considérés comme pas suffisants. Et je ne sais pas comment ça se règle, mais quand on fait un prix de terre agricole, on est obligé non seulement de passer par les fourches codines de la SAFER qui contrôlent pour l'installation des jeunes agriculteurs, etc., etc., et puis pour qu'il n'y ait pas d'inflation sur le prix des terres agricoles, et nous sommes dans l'ordre de 5 à 7 000 euros, donc une moyenne de 6 000 euros l'hectare à la Martinique pour ce qui nous concerne. Et effectivement, si le prix est trop élevé, la SAFER préempte pour rétablir le prix et fait une contre-proposition de prix. Voilà. Effectivement, quand il y a des bâtiments qui sont mis un hangar agricole qui est mis en location sur la terre qui est baillée, il y a un supplément du loyer qui peut être donné pour le bâti. De même que quand il y a une vente, il y a le prix des terres agricoles elles-mêmes nues et il y a le prix du bâti. Donc, il peut se décortiquer pour que la SAFER apprécie si elle a droit à intervenir ou pas. Voilà. Écoutez, maître, on vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Il est certain qu'on aurait pu prolonger nos questions, mais vous avez donc, on vous a adressé un questionnaire sur lequel on aimerait peut-être que vous nous fassiez les contributions écrites, en particulier sur le fonds, comme le fonds agricole, sur le modèle du fonds de commerce, comme a posé la question de mon collègue Tani Mohamed Souali. Les propositions que vous pourriez nous faire par écrit, bon, nous avons une autre
audition à la suite de vous, donc on va devoir conclure cet entretien. Et on vous remercie infiniment quand même de tout ce que vous avez pu nous donner, et on vous remercie par avance de toutes les contributions écrites que vous pourrez nous communiquer par écrit, bien évidemment, et les propositions peut-être que vous pourriez, les suggestions que vous pourriez nous faire. Merci beaucoup. Je repasse la parole à notre président. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter une bonne fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, si j'ai bien compris. Et merci vraiment de vos éclairages et de vos contributions. Merci. À très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.